Merci à vous d'être venus. On a des élèves, des enseignants, des établissements qui viennent de loin, parce qu'il y a des établissements de Laval, de Cholet et des établissements de Nantes qui ont réussi à se mobiliser. Et merci aux parents et aux élèves d'eux-mêmes qui ont répondu à cette invitation, qui ont fait la démarche d'envoyer des mails et de s'inscrire directement. Donc, et à nos intervenants qui sont présents et qui vont pouvoir vous inspirer aujourd'hui. Donc je voudrais déjà commencer par vous applaudir et s'applaudir par rapport à ça. Donc je ne peux pas parler de Houston Futur sans revenir un peu sur cette histoire, sur ce parcours d'échange, d'amitié et de réseau. En 2021, je n'aurais jamais imaginé d'être présidente d'une association. C'est des concours de circonstances, même si j'ai toujours énormément évolué comme bénévole dans les associations, parce que c'est quelque chose qui est important. Il faut savoir aider, il faut savoir donner envie et faire grandir les autres, parce que soi-même, ça nous fait grandir et ça apprend beaucoup sur nous-mêmes. Donc, Houston Futur, c'est aussi un engagement citoyen de bénévoles qui m'ont accompagné et qui nous accompagnent à travers aussi les intervenants pour vous lancer ce message qu'on a envie de vous faire grandir, qu'on a envie que vous puissiez ouvrir vos horizons et rêver grand. Donc, Houston Futur, c'est d'abord une rencontre avec Pierre Ambas de la fondation d'Ambas Sport, qui est l'éducation par le foot, et qui m'a mis en relation avec Benoît Poquet, que je ne connaissais pas du tout, et que j'ai pris au téléphone, qui m'a dit « Ok, je te suis ». Et Anne-Sophie Delima, qui a été une belle rencontre associative, et qui derrière, pareil, m'a dit « Écoute, je te suis ». Donc, fort de ça, il me fallait un trésorier, une secrétaire générale, et on s'est mis en marche pour pouvoir monter Houston Futur. Et derrière, une amie d'enfance de Benoît, qui est Rebecca, que je remercie, et qui a imaginé cette affiche. Et Benoît qui a dit, mais pour les jeunes, il faut un mot fort, il faut travailler sur une accroche. Et de là, en intelligence collective, on a imaginé cette affiche pour vous donner envie et vous faire venir. Donc je souhaiterais que vous applaudissiez Rebecca, encore une fois, parce que vraiment... Donc Rebecca qui m'a donné, parce que moi je suis dans la communication et dans le commerce, la possibilité de déployer, avec cette très belle charte graphique qui nous a tous inspirés, de déployer une communication sur les réseaux sociaux, sur une belle affiche, sur le carnet qu'on vous a offert et le stylo, de façon à vous marquer à travers cet événement. Derrière, je tiens à remercier nos partenaires parce que comme tout projet, on a besoin d'avoir des partenaires pour nous soutenir, des partenaires financiers. Je tiens à remercier le rectorat de Nantes, l'académie de Nantes, à travers le dispositif Lacardy, qui est l'innovation pour l'égalité des chances, et la caisse d'épargne, parce que quand vous avez un projet, que c'est une feuille blanche, vous n'avez que votre envie, votre motivation pour faire lever, en tout cas, des moyens. Et la caisse d'épargne Bretagne Pays de la Loire a su accueillir cet événement et a su nous accompagner à travers, d'une part, son directeur de crédit, qui va être là pour témoigner de son parcours, et également des synergies qui se sont mises en place avec 100 000 entrepreneurs que je remercie parce qu'on a 7 intervenants qui viennent de leur part. Donc tout ça pour vous dire que Houston Futur, ça a été des rencontres, des échanges, des synergies. C'est une association qui a été pensée pour vous, pour le territoire, pour le développement social du territoire. Donc ça, c'est important parce que ce vrai ancrage du territoire fait que fatalement, on va emmener des personnalités, des gens pour pouvoir vous accompagner et vous faire grandir. Donc, je tiens à remercier nos partenaires et je veux bien que vous applaudissiez, s'il vous plaît. Donc, je vous ai parlé de Anne-Sophie Delima, qui a un parcours aussi inspirant que c'est une belle personne.
Anne-Sophie qui vient d'un environnement un peu plus éloigné et par la force du travail, par la force de son envie de s'élever, est aujourd'hui énarque et aujourd'hui directrice du CHU de Nantes aux usagers. Donc merci Anne-Sophie de faire partie de l'aventure. Et notre secrétaire général, Benoît Poquier, qui est avocat pénaliste et qui derrière m'a fait rencontrer plein de personnes de façon à pouvoir nous accompagner dans cet événement. Merci Benoît. Alors on a parlé de Rebecca, c'était une volonté de la mettre en avant en premier parce que sans cette charte graphique, je pense que on vous aurait moins facilement attiré. Et je vais parler de Agnès Raolari, qui est double championne d'Europe du 4x400 mètres, qui n'a pas pu être là aujourd'hui parce qu'elle est au championnat de France élite à Miramas à Marseille et qui m'a aidée à animer tous les réseaux sociaux sur Instagram, notamment LinkedIn, et que moi-même j'ai accompagné bénévolement pour lui trouver des mécènes. Donc vous voyez, c'est un juste aussi retour des choses. Et quand vous aidez, on a envie de vous aider aussi. Donc merci Agnès, et on pense fort à toi parce que tu cours à 19h15, donc sur une nouvelle épreuve qui est le 400 mètres haies. Donc j'espère te voir dans les meilleurs chronos et dans les meilleures places, c'est-à-dire sur le podium. Donc on a parlé de Pierre Ambas, qui est directeur de la fondation, que j'ai pu rencontrer, qui m'a énormément aussi inspiré et encouragé. James, qui le soir, pour monter des dossiers de subvention, on s'appelait entre deux à des heures pas possibles. Et chacun en fonction de ses disponibilités et avec le bénévolat et le grand cœur que ça peut représenter, j'ai pu être soutenue et accompagnée par mes membres d'association, en synergie avec Bordeaux, donc Claude, et surtout Daniel qui m'a vraiment aidée, pratiquement tenu la main pour monter cette association, parce que je n'osais pas. On peut avoir l'envie, mais des fois, il y a besoin d'avoir une personne qui vous donne ce déclic et qui fait que vous allez y aller et vous allez vous sentir soutenu et vous allez pouvoir déployer vos aides. Je vous remercie de les applaudir, tous autant qu'ils sont, parce que j'ai... Alors, petite question, pour vous réveiller un petit peu et pour vous mettre dans le contexte. Alors, qu'ont-ils en commun Michael Jordan, Oprah Winfrey et Albert Einstein? Je vous laisse 2 minutes pour réfléchir. Il y a un micro qui va passer. Si éventuellement vous pouvez répondre, ça peut être sympa. Il n'y a pas de mauvaise réponse, mais c'est pour vous faire percevoir des choses à travers ces personnalités-là, qui sont effectivement feu Albert Einstein et Michael Jordan, dont la notoriété n'est plus à refaire, et Oprah, pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est une des femmes les plus puissantes en termes de télévisuel, et qui reçoit toutes les personnalités les plus influentes du monde. Que les élèves, bien sûr. Il n'y a pas de mauvaise réponse. Allez. Ah, attendez, j'arrive, excusez-moi. Du coup, moi, je vais dire le génie. Déjà pour Michael Jordan, parce que je pense qu'il a révolutionné le basket. Pour Albert Einstein, parce que je pense que au niveau de la science, il a apporté un plus. Après, Oprah Winfrey, je la connais pas particulièrement, mais du coup, je dirais le génie pour les 3. D'accord, ça fait partie d'une bonne réponse. Pour ma part... Oui. Pour ma part, ils se sont donné les moyens de réussir, dans le sens où ils ont cru en eux et ils ont été capables de faire les efforts nécessaires pour atteindre leur objectif. C'est très bien. Il y a plusieurs réponses, plusieurs bonnes réponses. Peut-être juste donner votre prénom et votre ville, qu'on fasse connaissance. Elle s'appelle Élie Juteau. Et elle vient de Cholet. Cholet, on dit. À Bordeaux, on dit Cholet. Et vous, la question sur le génie, la réponse sur le génie, Hugo qui vient de la Chapelle-sur-Herbe. Super. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent répondre? Des élèves. Les élèves, merci Claude. Mon garde-fou. Ça vous permet de vous préparer aux oraux du bac. Hein.
Il y aura les mêmes questions. Il n'y a pas de mauvaise réponse, il n'y a que des... Ok. Alors l'échec. L'échec, mais tu n'étais pas loin par rapport à ça. Michael Jordan va vous dire, j'ai raté plus de 9000 tirs. Dans ma carrière, j'ai perdu près de 300 matchs. 26 fois, on m'a fait confiance pour prendre le tir de la victoire. Et j'ai raté. J'ai échoué encore et encore et encore dans ma vie. Et c'est pour ça, et c'est pourquoi je réussis. Ofra, elle a été jugée inapte à la télévision. Elle a même été licenciée dans ses débuts. Alors, par méchanceté ou simple mauvais jugement, on peut tout imaginer. La vérité, c'est que cela n'a pas d'importance, puisqu'elle a fait ce qu'elle a toujours voulu faire en dépit de hauts et des bas. Donc, pour répondre à vos deux questions, effectivement, c'est des personnes qui ont marqué et c'est des personnes qui se sont donné les moyens de réussir, effectivement. Albert Einstein, pour nous tous, est un génie, effectivement. Et pourtant, on le soupçonnait d'être déficient mentalement. Renvoyé d'une école et refusé par une autre, Albert Einstein a persisté et est devenu l'homme qui a changé la physique et qui a gagné le prix Nobel pour ses recherches. Et donc, il va vous dire, n'abandonnez jamais. Peu importe les jugements que l'on porte sur votre personne, restez confiant, car un jour ou l'autre, votre talent s'exprimera. L'échec peut être la source d'innovation, peut-être une source d'innovation ou d'opportunité. Ce qui va faire la différence, c'est comment vous allez faire pour ne pas rester sur de mauvaises expériences. Pour vous révéler et affronter les défis de la vie, derrière chaque expérience positive ou négative, il y a une source d'apprentissage qui vous encouragera à mieux faire. Donc quand on a dit ça, je pense qu'on a donné le ton de cette journée et déjà un premier message. Alors, vous avez des personnalités qui ont marqué et qui marquent aujourd'hui. Et aujourd'hui, je vais vous présenter des personnalités qui sont de votre territoire, qui sont proches de vous et que je vais accueillir pour pouvoir échanger et à travers leur parcours que vous puissiez vous identifier parce qu'elles sont du territoire. Donc je vais accueillir Aude Amadou. Alors Aude qui a des contraintes de par son poste et qui va prendre la parole pour pouvoir échanger, expliquer, mais qui ne sera pas sur cette table ronde parce que son temps elle a un timing et des responsabilités qu'elle doit honorer. Donc Aude Amadou, l'excellence et l'égalité pour tous. Donc Aude qui est députée de la 4e circonscription de Loire-Atlantique, issue d'un milieu modeste. Aude, c'est une ancienne sportive de haut niveau, puis femme entrepreneur. J'accueille Aude Amadou. Bonjour à tous. Merci de votre présence aujourd'hui. Je pense que c'était important. On avait fait quelques événements, mais ça fait plaisir de se retrouver après 2 ans où ça a été un peu compliqué. Moi, j'ai accepté de venir aujourd'hui pour témoigner parce que je l'aime bien, ce Hoston futur. Je pense qu'aujourd'hui, il faut surtout... alors, c'est compliqué de trouver son talent, de trouver sa voie, mais je pense qu'il faut se dire surtout qu'il n'y a rien qui est impossible. Et il n'y a rien qui est écrit. Enfin, moi, si j'avais fait ne serait-ce que 6 ans en arrière... On m'a dit que j'allais devenir députée. Je pense que je n'y avais même pas pensé. Mais alors, pas du tout. Après... Alors, Aude, comment on devient députée quand on a été sportif de haut niveau et femme entrepreneur? Qu'est-ce qui t'a engagée? Alors, mon parcours, il est assez atypique. C'est-à-dire que si je n'avais pas eu l'école, si je n'avais pas eu le sport, j'en serais pas là aujourd'hui. Donc, en fait... Moi, ce que j'aimerais aussi, c'est qu'aujourd'hui, on puisse remercier tous les bénévoles parce que derrière chaque réussite, quand vous êtes en difficulté, il y a toujours un bénévole. Et moi, mon bénévole, ça a été mon directeur d'école et mon premier entraîneur au hand. Et c'est eux, en fait, qui vont vous changer vos vies. C'est-à-dire qu'une fois que vous êtes donné une piste ou une voie à suivre, il y aura toujours quelqu'un pour vous accompagner. Il y aura toujours, vous allez trouver des solutions. Mais en fait, il faut le vouloir. C'est juste une question de volonté. Et puis même encore, moi je me suis retrouvée à presque 40 ans à me dire mais comment je vais faire? Je suis députée
et ben vous retournez à l'école. Donc c'est ce que j'ai fait, je suis retournée à l'école. Je crois que savoir que tu prends des cours, tu es allé... Non, c'est fini. C'est fini, ça y est. Mais tu es retournée sur les bancs de l'école. Je suis retournée sur les bancs de l'école. Et par contre, c'est quoi? C'est la passion qui t'anime? C'est l'envie et c'est surtout de vous dire je vais être capable. Et si même vous n'avez pas encore confiance en vous, il y aura toujours quelqu'un qui va vous dire ne t'inquiète pas, vas-y, fonce, et après on s'occupera du reste. Et je pense qu'aujourd'hui, alors je m'adresse plus particulièrement aux jeunes filles parce que c'est plutôt un défaut, on va dire, féminin. Il faut juste arrêter de se dire je ne suis pas capable. Voilà. Il faut foncer. Et puis comme il a été soulevé tout à l'heure, des échecs, vous en aurez, j'en ai eu, on en aura tous. Mais si on persévère, c'est ce qui va nous permettre d'aller encore plus loin et d'atteindre l'objectif que vous êtes fixé. Et même si vous n'atteignez pas l'objectif, le fait de vous en être fixé un, vous trouverez une autre route entre-temps. Merci Aude. Est-ce qu'il y a autre chose que tu souhaiterais transmettre comme autre message? Le mot de la fin. Voilà. Donc déjà, ce que je pense qui est important, c'est vraiment la persévérance. Ne vous mettez pas de limite. Il n'y a pas de limite. Aujourd'hui, vous pouvez vous retrouver dans une voie, et puis dans 2 ans, vous direz, mais finalement, c'est pas ce que je veux faire. Mais en fait, le principal, c'est de trouver sa voie, d'exprimer son talent, et surtout d'être heureux dans sa vie. Et ne pas penser que la réussite, elle se colle à ce schéma qui est typiquement français, en train de dire, oh là, il faut faire une grande école, il faut faire des grandes études. Non, non, il faut que vous, d'abord, vous ayez votre projet, et que vous soyez heureux, et que vous ayez vraiment votre, on va dire, ce parcours de vie que vous voulez. Et votre réussite, elle ne sera pas forcément celle d'un autre, mais l'essentiel, c'est que c'est vous qui l'écrivez. Merci Aude. Et je voulais encore m'excuser je dois vous quitter. Je tenais vraiment à être là aujourd'hui, mais effectivement, j'ai eu des contraintes et je m'excuse vraiment de devoir vous quitter. Merci beaucoup. Merci d'être là. Donc, ce qui réunit, en tout cas, que ce soit moi ou que ce soit les membres ou les intervenants, c'est cette flamme, c'est cette passion de pouvoir avancer et de transmettre. Donc j'ai l'honneur de pouvoir avoir une femme inspirante qui va être à nos côtés, qui est Brigitte Hérault, qui est fille d'agriculteur, née dans les Mauges, professeure pendant 37 ans au collège Ernest Renan à Bellevue à Saint-Herblain. C'était une volonté pour elle de rester engagée dans un établissement dit prioritaire parce que son engagement était de faire grandir et d'accompagner les jeunes pour réussir. Citoyenne féministe et engagée au service de la culture, conseillère départementale, honoraire et créatrice de la Maison des adolescents. Notamment, nous avons le directeur de la Maison des adolescents qui est présent aussi pour l'atelier des parents. Je vous demande d'applaudir Brigitte Hérault, s'il vous plaît. Merci Brigitte. Merci. Je vous laisse prendre place. Je vais accueillir les autres personnalités. Merci à vous. Alors, je suis très honorée aussi d'avoir un des plus grands chefs, le grand chef étoilé de Nantes, qui est Jean-Yves Guéot. Donc, quand on parlait de passion, on a différentes passions. Sa passion, c'est la conception par la cuisine, par la gastronomie. Longtemps, Jean-Yves Guéot a porté seul le flambeau de la gastronomique nantais. En 2014, il crée sa maison qu'il a baptisée l'Atlantide 1874, donc la maison Guéot. J'aime beaucoup sa citation parce que ça dénote de son exigence et de son envie d'exceller, ne jamais opter pour la facilité. Merci, Monsieur Guéot. Le chef Guéot, s'il vous plaît. Je vais vous mettre là. Merci. Alors, je suis aussi honorée de recevoir Cédric François. On s'est rencontrés pour la première fois aujourd'hui, mais on a échangé longuement au téléphone. Et donc Cédric François, qui est un lycéen de banlieue, à une grande école, aujourd'hui directeur de crédit à la Caisse d'épargne Bretagne Pays de la Loire. Il fait partie du comité directeur. Et
Cédric va vous dire, le seul endroit où le succès précède le travail est dans le dictionnaire. Donc il va vous expliquer, c'est quelqu'un qui a compris que le travail pouvait faire accéder à des sommets et son parcours dénote de cette vraie envie de réussir et de s'élever, et c'est une vraie réussite de l'école de la République parce qu'on est quand même là pour parler de l'ascenseur social et pouvoir le dégripper, parce que l'ascenseur social, ça passe aussi par l'école et par l'école de la République. Merci à vous, Cédric, d'être présent. Alors prenez note, prenez des mots, prenez des phrases, prenez des citations sur ce fameux cahier qu'on vous a offert, de façon à pouvoir vous inspirer longtemps après cette journée. Donc je vais interroger mes 3 personnalités. Brigitte. Merci d'être là. Merci Brigitte, que je remercie fortement parce que j'ai trouvé en elle, et parmi d'autres personnes, mais en tous les cas, la faculté à m'aider, à m'accompagner, à nous accompagner dans la recherche d'intervenants. Elle a mis à disposition son réseau et j'étais toujours époustouflée de voir de quelle manière on répond très facilement à sa demande, parce que ce que je lui ai dit, vous avez une belle aura et on a envie de vous faire plaisir. Quelles ont été vos difficultés rencontrées sur votre parcours, Brigitte ? Merci Nabila. Bonjour à tout le monde. Ça marche ? Si ça marchait. Donc, quelles difficultés ? En fait, comme ça a été dit dans la présentation, je suis issue d'un milieu très modeste, des Mauges rurales. Je salue aujourd'hui tous les Choletais, puisque je suis née à Molévrier, juste à côté de Cholet. Et mon papa était petit agriculteur, pas propriétaire de sa terre, donc avec des problèmes d'argent à chaque fois qu'il fallait payer le fermage. Et nous étions 5 filles. Et donc, il a fallu déjà que la religieuse, à l'issue de mon primaire, vienne convaincre les parents à 3 reprises de me laisser poursuivre des études secondaires, parce que pour mes parents, il fallait que je sois une bouche de moins à nourrir et que j'aille faire un CAP pour être plus vite sur le marché du travail. Et ensuite, après avoir fait mon secondaire à la Salle de Vier, pour ceux qui connaissent, qui viennent du Maine-et-Loire, dans une institution privée, j'ai dû encore me bagarrer pour pouvoir aller en faculté, parce que là c'est pareil, mes parents m'ont dit, écoute ma petite fille, si tu veux continuer tes études, très bien, mais tu le feras toute seule, tu te financeras tes études. Donc j'ai passé les concours de bourse pour avoir des bourses, je suis devenue aussi surveillante d'internat. Et c'est surtout en faculté que j'ai ressenti la difficulté d'être issue d'un milieu modeste. C'est-à-dire que j'ai été confrontée à un milieu que je ne connaissais pas, le milieu plus favorisé, que l'on disait bourgeois. Et ça me renvoyait à mes origines modestes et à mon manque de culture, parce que mes parents étant donc agriculteurs, n'avaient pas cette ouverture sur la culture et n'avaient pas non plus l'argent pour nous favoriser l'ouverture sur les musées, sur le théâtre, etc. Et là, à la faculté, je me trouvais face à des gens qui, eux, avaient ce savoir, ces connaissances. Je ne sais pas combien de temps on a. Parce que sinon, je suis partie pour vous raconter plein de choses. Non. Alors, j'ai du temps encore ou pas? Oui, mais l'idée, c'est, et vous l'avez bien expliqué, c'est effectivement cette difficulté d'écart d'environnement social qui a fait que vous pouviez vous sentir seul, mais en même temps, vous aviez envie d'accéder à cette envie de faire partie. Mais surtout, c'est vos difficultés et comment vous les avez transcendées. En fait, ces difficultés, elles sont très résumées dans le bouquin qu'a écrit Bourdieu, je ne sais pas s'il y en a qui l'ont lu, qui s'intitule « Les héritiers ». Bourdieu parle justement de cette différence de classe sociale qui conditionne en fait les acquis tout au long de la vie
et notamment au niveau des études. Et parce que ceux qui sont issus d'un milieu dit privilégié, d'un milieu bourgeois, eux ont un triple capital par rapport à ceux issus du milieu populaire, c'est-à-dire le capital un capital économique d'abord, bien sûr, puisque je vous disais les problèmes d'argent de mes parents ont fait que j'avais pas la possibilité, notamment de faire des séjours à l'étranger. Mon premier CAPES, j'ai échoué parce que, non pas en littérature, j'étais professeur de lettres modernes. Non pas en littérature, là j'avais une excellente note, mais j'avais un 5 en anglais, note rédhibitoire. Ben oui, j'avais jamais fait de voyage à l'étranger. Bon, voilà. Capital économique, capital social, c'est-à-dire que les parents qui vivent dans un milieu aisé ont des relations, ont un carnet d'adresses qu'ils mettent à disposition de leurs enfants. Et évidemment, pour leurs enfants, c'est beaucoup plus facile de trouver des stages et de trouver aussi les bonnes filières qui vont vous préparer aux classes prépa, etc. Alors Brigitte, vous vous êtes accrochée et vous avez réussi. Je vais passer la parole à Monsieur Guéot. Pareil, quelles ont été vos difficultés et de quelle façon vous les avez transcendées? Mais je vais vous laisser en amont vous présenter, bien sûr. Bonjour à tous. Donc Jean-Yves Guéot, je suis restaurateur donc à Nantes, un restaurant 1 étoile au Michelin. Je suis en cuisine depuis presque 45 ans. J'ai commencé par un CAP BEP en lycée hôtelier, une orientation un choix d'orientation assez simple parce que je suis issu également d'un milieu modeste, ouvrier. Par contre, j'avais une tante qui avait un restaurant, un café, restaurant, bistrot dans un village en Bretagne, car je suis originaire du Morbihan. Et je suis tombé dans la marmite un peu tout petit, quoi. En fait, par passion et par besoin aussi d'argent de poche. Je travaillais, je donnais un coup de main dès l'âge de 12-13 ans en cuisine, en salle, au service, au bar, un peu partout. Et puis en fin de journée, un petit billet, ça motive. Et donc j'ai tout de suite accroché, j'ai aimé l'ambiance, j'ai aimé ce fait de voir des gens se faire plaisir, faire la fête, bien manger, s'amuser. Moi, ça m'a plu. C'est un métier qui m'a intéressé. Ensuite, j'ai rencontré un cuisinier qui, là, m'a transmis sa passion. Là, je me suis aperçu que la restauration, c'était plus qu'un métier de service. C'était vraiment un métier à part entière, avec un savoir-faire, une technique et l'aura d'un chef. Un chef, bon, ça veut tout dire. C'est un chef en fait. C'est un chef de cuisine. Vous êtes trop modeste, Monsieur Guéot. Non, mais ça fait rêver quand vous êtes un chef. Les clients vous appellent en salle. Ils faisaient un repas de famille, une communion ou autre. On félicite, on applaudit le chef. Bon, vous êtes tout gamin, ça fait rêver quoi. Ça vous donne envie, vous dites, oui, si, c'est un beau métier, il y a une reconnaissance. Donc moi, je veux faire ça. Donc j'ai opté pour ce métier. Je me suis jamais posé aucune question. Je n'ai jamais eu envie de faire autre chose. Le parcours a été très compliqué parce que quand vous êtes issu d'un milieu modeste et que vous arrivez où vous rencontrez des chefs, parce qu'en fait c'est un métier, vous rencontrez des gens qui vous transmettent leur passion, des maîtres d'apprentissage. C'est un métier de compagnonnage, vous êtes recommandé, le chef appelle un collègue, il vous dit tiens j'ai un gars, il est chez moi depuis 1 an, 2 ans, il a envie de faire autre chose, c'est un bon, il veut évoluer, donc on vous ouvre les portes. Et pouvoir, à 20 ans, entrer dans des restaurants étoilés, en 80,
quand on arrive du Morbihan dans un petit village de 1500 habitants, mes parents n'avaient jamais eu un guide Michelin entre les mains, c'est très compliqué. Donc un chef a eu une bonne idée, il m'a dit écoute, on va écrire à tous les 3 étoiles de l'époque. Tous les 3 étoiles, ils étaient à peu près une vingtaine, des Bocuse, 3 Gros, des Berlin et autres, Guérard, qui sont aujourd'hui toujours 3 étoiles. Et ils m'ont tous répondu. Il y avait de la place nulle part. Il y avait au moins 2, voire 3 ans d'attente pour pouvoir rentrer dans ces brigades. Aujourd'hui, l'avantage, c'est qu'il y a une telle pénurie de personnel, c'est facile. C'est plus facile d'y entrer. À l'époque, à moins d'être pistonné, de connaître, c'était impossible d'y rentrer. C'était un petit milieu. Ouais, c'était un milieu assez fermé. Il y avait une telle demande, une telle sélection que... Alors après, la vie est faite de chances, d'opportunités, de concours de circonstances. De rencontres. De rencontres. Donc un des restaurateurs de l'époque, en Alsace, un 3 étoiles, et Berlin pour le citer, a fait suivre mon courrier à un autre restaurateur qui avait 1 étoile à l'époque. Et là, je me suis dit, c'est peut-être la petite porte pour y rentrer, pour avoir accès au moins à ces 3 étoiles. Donc je suis parti à Colmar, à 1000 km de chez moi. Et là, c'était en 81, et là j'ai donc fait 1 an et demi en gardant toujours l'espoir de rentrer dans le 3 étoiles, parce que le rêve c'était d'aller dans ce 3 étoiles. J'ai dit, Donc, Monsieur Guéot, vous aviez un objectif. Oui, j'avais un objectif. C'est important de le souligner, il faut se donner des objectifs. Oui, il faut avoir des objectifs. Après, les objectifs peuvent évoluer en fonction des parcours, des opportunités, des rencontres. Mais vous vouliez être dans un 3 étoiles. Oui, le rêve, c'était de pouvoir travailler dans un 3 étoiles. Ça me faisait envie. On voyait dans les magazines, on commençait à voir des premières émissions de télé. C'était les toutes premières, du type Raymond Oliver, des choses comme ça. Aujourd'hui, toutes les chaînes de télé ont des émissions culinaires. On voit des chefs... Dans tous les magazines, ce sont des stars, quoi, des gens. Des people, des stars, des gens très bien payés, très très bien payés. Genre des sportifs de haut niveau, quoi, avec tous les risques que ça encourt. Un grand chef aujourd'hui dans un grand hôtel perd sa 3e étoile. Il peut être appelé dans le bureau et remercié tout de suite, quoi. Dans la demi-heure qui suit, il est plus dans la cuisine. C'est un métier exigeant. Oui, c'est un métier très exigeant. C'est un métier avant tout de service, de générosité. On donne beaucoup. Il faut être très généreux. Il faut être très courageux. On fait beaucoup d'heures. Faut pas raconter. Je dis souvent des jeunes quand ils viennent en 3e ou autre, je dis on ne veut pas vous raconter la messe. C'est un métier exigeant. Il y a une amplitude horaire. Vous faites un service à midi, vous en refaites un autre le soir. Moi ce matin j'ai commencé très tôt. J'ai fait le marché. J'ai lancé le service à la maison. Je suis parti. Ce soir quand je vais retourner à 18h, on va de nouveau préparer pour faire le service du soir. Je vais rentrer, il sera minuit. Mais c'est des métiers de passion. Et on reçoit énormément. Moi, ça m'a permis de rencontrer des gens extraordinaires. J'ai eu un parcours, j'ai travaillé à l'étranger, j'ai fait l'Asie, j'ai fait les États-Unis, je suis retourné plusieurs fois en Asie. Enfin, on part de rien. Avec de la 3e, j'ai eu CAP, BEP. Je suis sorti du lycée hôtelier. J'avais 17 ans et demi. Et avec ça, vous êtes construit. Oui, je me suis construit. Bon. Est-ce que vous avez retenu qu'il y a de la place et que c'est beaucoup plus facile aujourd'hui que du temps de M. Guéot? Moi, j'ai retenu ça quand même.
Ouais, c'est beaucoup plus simple. Après, ça reste très exigeant. Quand vous entrez dans une brigade, une brigade de cuisine de 2 ou 3 étoiles, aujourd'hui, tous les chefs que vous voyez à la télé, les Pièges, Aleno, Etchebest et autres, c'est la compétition 2 fois par jour. Il y a une concurrence entre le personnel, entre les cuisiniers. Tout le monde veut arriver, tout le monde veut gravir les échelons. Et sortir du lot. Sortir du lot. Faut aimer la compétition. Mais c'est passionnant, enrichissant. Donc, il faut être passionné. Oui. Merci, monsieur Guéot. Chef Guéot. Donc, j'ai donné la parole à Cédric François. Donc, Cédric, je souhaiterais que vous puissiez parler de votre parcours. Il y a eu un très bel article sur vous. Et c'est super parce que vous n'oubliez pas, vous avez des valeurs et vous n'oubliez pas d'où vous venez. Et vous êtes le premier à parler de ce parcours qui fait votre personne. Donc, je vais vous laisser nous expliquer. Oui, bonjour à toutes, bonjour à tous. Effectivement, un peu comme mes partenaires ici, je viens d'un milieu social plutôt modeste, donc du nord de la France. J'ai ma famille qui est plutôt qui est ch'ti, avec des parents qui se sont déplacés sur la région parisienne pour avoir un métier, pour avoir un emploi. Et donc moi, je suis né à Argenteuil, j'ai vécu à Argenteuil pendant toute mon enfance, toute ma jeunesse, au début dans la cité du Val d'Argent, pour ceux qui connaissent, qui n'est pas forcément la cité la plus sympathique de France. Mais en tout cas, voilà, ce que je voulais dire, c'était que je venais d'un milieu où on se disait ça sera quand même compliqué de manger un jour à une table comme la vôtre. Et je faisais l'aparté tout à l'heure, où c'est dans ces moments-là où on se dit, c'est possible. Et on a parlé d'ascenseur social tout à l'heure. J'ai fait une petite recherche juste avant là, sur Internet. J'ai tapé ascenseur social, je vous invite à le faire aussi sur Internet, sur Google. Et vous tombez sur un graphique qui vous dit qu'il faut 6 générations pour passer finalement d'un milieu social modeste à un milieu, on va dire, classe moyenne. Donc 6 générations, il y a de quoi effectivement vous mettre un petit peu de la déprime. Ça va mettre un petit peu de temps, 6 générations. Et puis il y a aussi un petit dessin que j'ai trouvé super sympathique, je vous invite à le regarder. On voit en fait un ascenseur avec une pancarte en panne. Mais à côté, il y a un escalier, avec un élève qui a un cartable et qui grimpe l'escalier. Et je trouve que l'image, elle est super importante parce qu'on se dit que c'est pas impossible, ça va être peut-être plus difficile, peut-être plus long. Mais je vois qu'il y a pas mal de sportifs aussi dans la salle, ce sera aussi meilleur pour la santé de grimper les escaliers. Et donc clairement, c'est moins facile, mais j'ai toujours trouvé ça quand même accessible. Il fallait réussir, et mes parents m'ont inculqué effectivement la valeur travail, l'école de la République dont on a parlé, elle existe pour cela, justement. Et donc très vite, je me suis dit, il faut que je réussisse à l'école. L'école, ça va être mon seul et unique moyen. Pas de réseau, pas de carnet d'adresse particulier. Il fallait travailler. Et il y avait pas mal d'étapes à passer pour aller à l'objectif. Alors pourquoi suite ce parcours, comment on arrive dans la banque, directeur des crédits? Bon, il y a pas mal d'étapes entre les deux. Mais ça passe parfois par des rencontres. Et c'est vrai que le stage de découverte que j'avais fait au collège à l'époque, c'était dans la PME dans laquelle travaillait ma maman, tout simplement. C'était une PME, il y avait 4-5 personnes, c'était tout petit. Et c'est vrai que la vie de l'entreprise m'avait vite intéressé. J'avais dit, c'est quand même... Voilà, il y a un commercial, il y a un administratif, il y a un vendeur, il y a un financier. Et voilà, j'ai vite été intéressé par ce milieu-là. Et je m'étais dit, le seul moyen de savoir comment faire ça, c'est d'aller la conseillère d'orientation. C'est tout simple. Et donc, elle m'avait expliqué qu'il fallait passer par une grande école de commerce,
Bon, on est à Audencia en plus, donc ça tombe bien. Et donc, alors par contre, les étapes étaient un peu compliquées, parce qu'il faut avoir un bon dossier, il faut faire une classe préparatoire. Et donc tous ces éléments-là m'ont incité en fait à travailler encore davantage et donc à avoir le meilleur dossier possible pour qu'un élève qui vient d'un lycée de ZEP, parce que j'étais en zone d'éducation prioritaire, donc à Argenteuil, puisse être accepté dans une classe préparatoire HEC, donc au lycée Chaptal à Paris. Donc et là, il faut passer 2 fois la Seine. Enfin, je ne sais pas si vous voyez. Donc géographiquement, je me dis, il faut que je passe 2 fois la Seine, mais il faut aussi que je sois très bon. Et c'est vrai que voilà, j'ai pu être sélectionné. Et là, on se prend une deuxième claque, parce qu'il y a un fossé culturel entre un lycée de banlieue et puis le lycée Chaptal. La deuxième claque, c'est d'arriver avec ses premières notes en septembre et qu'on vous dit vous êtes nul. Alors c'est vrai que c'est en termes de motivation. Alors que vous étiez le meilleur élève dans votre établissement. À l'époque, voilà, c'est ça. Ouais. On passe du premier au dernier très vite, mais surtout avec des messages assez négatifs en fait. Enfin, moi, si je dis ça à mes collaborateurs tous les matins, je suis pas sûr qu'ils seraient très motivés. Qu'ils aient envie de revenir vous voir. Non, pas vraiment. Donc j'ai trouvé ça assez particulier, un fossé culturel assez énorme, avec, comme vous, Brigitte, des personnes qui venaient d'un milieu totalement différent du mien, et là il y a un choc des cultures. Mais finalement j'en ai fait une force. C'est-à-dire que, notamment dans les matières philosophiques, littéraires, j'avais la force de une diversité culturelle que j'avais pu connaître dans mon ancien établissement, dans ma vie d'avant, qui forcément m'a donné une couleur, une réflexion différente des autres. Et très vite, finalement, j'ai pu récupérer à la fois mon retard scolairement parlant, mais aussi j'ai pu donner cette identité, cette personnalité dont les futurs dirigeants ont aussi besoin. Et finalement, lors de mes concours pour rentrer dans une grande école de commerce, ça m'a aidé. Ça a été une force. Ça a été une force, ouais, clairement. Et aujourd'hui encore, on parlait de valeurs, c'est quelque chose qui m'aide aussi au quotidien. C'est ce qui me drive, c'est la façon dont je manage mes équipes. Vous avez 40 personnes que vous managez à peu près, oui, c'est ça? C'est ça, une quarantaine de personnes. Ouais. Alors comment on arrive à manager 40 personnes avec vos valeurs? Alors justement, on le fait avec... il faut toujours reboucler avec ses valeurs. On le fait du coup avec sa personnalité, on ne ment pas. Moi, je ne mens pas avec mes collaborateurs. C'est important aussi d'avoir un discours de vérité, mais aussi de s'adapter aussi à leur propre monde. Et c'est cette diversité dont je parlais tout à l'heure. Le fait d'avoir connu cette diversité culturelle me permet aussi d'avoir un langage qui puisse qui puisse s'adapter en fait à chacun. Parce que dans une équipe de 40 personnes, vous avez des experts, des cadres, mais vous avez aussi des personnels qui sont plus administratifs, qui font des tâches répétitives. Et donc on a nécessairement le besoin de les comprendre et d'adapter ensuite la façon dont on les emmène et dont on les motive. Super. Donc votre parcours vous a aidé à faire aujourd'hui le manager que vous êtes et à emmener vos équipes vers l'exigence que vous avez aujourd'hui. C'est ça. Alors l'exigence, c'est important ce que vous dites, parce que c'est pas le tout de les comprendre, mais il faut aussi les amener vers le chemin de la performance, parce qu'on reste quand même dans un monde où la performance, on en a parlé, 1 étoile, 2 étoiles, 3 étoiles, c'est pareil dans toutes les entreprises. On cherche l'excellence, on cherche la performance, et donc là il faut donner beaucoup de sens. Voilà, et ce dialogue-là, il est permanent avec mes collaborateurs. Et donc, de la banlieue au comité des directeurs de la Caisse d'épargne Bretagne Pays de la Loire, en 2 mots, deux mots qui vous ont animé et qui vous ont emmené là où vous êtes aujourd'hui? Écoutez, c'est difficile à dire. C'est difficile à dire. En tout cas, moi, je ne vois pas, aujourd'hui, je ne vois pas de contradiction particulière. Je vois juste un parcours qui est possible, qui doit donner à tous
cette étendue des possibles. Donc c'est plutôt un message que je voudrais faire passer en disant, bah, voilà, peu importe d'où on vient, on peut arriver à faire le métier que l'on a envie et donc à aboutir là sur ce métier-là. Je suis passé par différentes étapes. Je suis passé par des entreprises et un pays un peu particulier qui est le Luxembourg. J'ai travaillé dans des cabinets internationaux, dans des banques internationales, des banques privées, donc pendant 5 à 6 ans au Luxembourg. Je rebouclais pas avec mes valeurs. Hein. C'est important de bien comprendre ça aussi, c'est que pour me lever le matin, j'ai quand même besoin d'avoir un sens à mon action. Et aujourd'hui, ça fait 15 ans donc, que je travaille à la Caisse d'épargne Bretagne Pays Loire, où là, je retrouve les valeurs qui me sont propres. À la fois, il y a de la performance, il ne faut pas le nier, performance financière, hein, mais il y a un réel souci de développer son territoire, des vraies valeurs en fait, de partage et de développement de notre territoire et des entreprises, des personnes qui la composent. Tout à fait, merci Cédric. Alors, Brigitte, qu'avez-vous envie de dire aux jeunes, aux collégiens, aux lycéens, aux parents qui sont présents, aux corps enseignants qui accompagnent, aux éducateurs qui accompagnent aussi certains élèves? Quel message vous avez envie de leur lancer aujourd'hui? Eh bien, je crois qu'ils en ont déjà reçu beaucoup de messages. Le mot de la fin. Et en plus, ce sont des messages très cohérents. On se rejoint tous dans cette idée qu'il faut absolument faire preuve de beaucoup de détermination et de courage pour aller au bout de vos envies. Surtout, ne vous auto-censurez pas. Je pense aux filles notamment. Hein, on a quelquefois peur de faire des carrières scientifiques ou d'aller très en avant dans ses ambitions. Il faut vraiment ouvrir les portes et les fenêtres. Il faut mettre un pied dans la porte et il faut pousser. Et il faut se donner les moyens de ses ambitions. Donc effectivement, il faut beaucoup travailler. Et si j'ai un conseil précis à vous donner, puisqu'en ce moment, je suis en train d'aider ma petite fille dans les rédactions des lettres de motivation Parcoursup, etc. Je pense qu'il y en a beaucoup qui sont dans cette problématique. Eh bien, faites le maximum d'expériences hors les murs de l'école. Essayez de saisir toutes les opportunités pour vous cultiver, pour aller au musée, pour aller au théâtre, pour aller à l'opéra, etc. Ça, je pourrais parler de mes propres expériences. Essayez aussi de trouver des jobs d'été, parce que ces jobs d'été, non seulement ils vous apportent une aisance pécuniaire, quand même transitoire, mais elle est là, mais surtout, ils vous apprennent un mieux-être. Ils vous apprennent, parce qu'il faut non seulement avoir des acquis intellectuels, évidemment, hein, vous êtes là pour apprendre en classe, mais il faut aussi acquérir des savoir-être. Et ça, c'est très important. Et ça, je l'ai mesuré, moi. J'étais donc, comme on l'a dit dans la présentation, professeur en collège ZEP pendant toute ma carrière, parce que c'était un choix vraiment délibéré, parce que j'estime que c'est là que l'éducation nationale prend vraiment toute sa force. Parce que, justement, normalement, elle permet, si elle s'en donne les moyens, ce n'est pas toujours le cas, de combler ce fossé qui est créé par les inégalités sociales dont je parlais tout à l'heure. Et une de ces inégalités sociales vient notamment du manque de vocabulaire, du manque d'une mauvaise appréhension des codes. Parce qu'en fait, vous vous rendrez compte quand vous évoluerez dans un milieu un petit peu plus favorisé, dont on parlait tout à l'heure, qu'effectivement, il faut en connaître les codes. Il y a une façon de s'exprimer qui est différente, il y a une façon de réagir qui est différente, etc. Et pendant toute ma carrière d'enseignante, j'ai vraiment fait en sorte de donner à mes élèves cette ouverture sur des milieux qu'ils ne connaissaient pas, parce que ce n'était pas leur propre milieu.
Et franchement, allez-y, soyez audacieux. Et de toute façon, vous connaîtrez des échecs, vous connaîtrez des difficultés, mais sachez que vous aurez aussi, et ça on l'a dit à plusieurs reprises, ce qu'on appelle, enfin ce que Pasquali par exemple appelle des alliés d'ascension. Les alliés d'ascension, c'est toutes les personnes que vous allez pouvoir rencontrer sur votre chemin et qui vont vous aider à affronter les difficultés et à passer les différentes étapes nécessaires à la réalisation de vos projets. Ça peut être des professeurs, ça peut être, je parlais des jobs d'été, effectivement, ça peut être dans ce cadre-là, ça peut être aussi dans les associations, parce que vous verrez quand vous rédigerez vos fiches Parcoursup, qu'on vous demande beaucoup si vous vous êtes investi dans des associations. Si vous avez, je sais pas, entraîné des jeunes dans une équipe sportive, si vous avez été faire du soutien scolaire, si vous avez, etc. Tout ça, ça vous permettra de valoriser votre cursus. Et les employeurs futurs, je pense, ils sont aussi très sensibles. Ils y sont sensibles, bien sûr, parce que vous allez développer plein de notamment ce savoir-être, mais de s'engager dans la vie associative. Des bénévoles, on en a besoin. Vous engrainez le monde de demain. Et c'est important parce qu'à aider les autres, on s'aide soi-même et ça reste positif. Moi, ce que je peux vous dire aussi, c'est soyez empathiques, soyez bienveillants les uns envers les autres et aidez-vous. Aidez-vous. Être différent, c'est une richesse. C'est justement se construire dans sa différence, c'est très important. Vous allez apprendre aujourd'hui, à travers les différents parcours et ces personnalités, que la singularité est importante. C'est-à-dire que votre différence, c'est votre marque de fabrique. Et également, prenez un costume, même 3 fois plus grand que vous. Allez prendre des objectifs plus hauts que ce que vous pensez pouvoir atteindre. Et ce costume, à force de travailler, un jour, il va vous scier à ravir et il deviendra un costume haute couture. Donc ça, c'est important. Monsieur Guéot, je vais vous laisser également partager en quelques phrases, parce qu'on va arriver sur la fin, ce que vous avez envie de leur témoigner comme message. Qu'est-ce que j'ai envie ? J'ai envie de vous... Enfin, ce que j'aimerais aujourd'hui, si vous voulez, c'est vous transmettre vraiment ma passion. Moi, j'ai eu de la chance. Aujourd'hui, j'arrive à un âge où j'ai créé mon propre restaurant. J'ai été chef salarié. J'ai gravi tous les échelons. J'ai commencé stagiaire. J'ai commencé à l'âge de 14 ans à faire la plonge dans un restaurant dans le golfe du Morbihan. J'ai gravi tous les échelons. Aujourd'hui, j'ai mon propre restaurant. J'ai eu la chance. C'est un restaurant dont j'en ai rêvé pendant... Allez, on va dire 15 ans. C'est pas plus ? Ouais, si, mais quand j'ai commencé le métier, j'ai toujours voulu être restaurateur. Mon rêve, c'était d'être chef, restaurateur, d'avoir mon nom au-dessus de la porte. Voilà, on a la chance dans notre métier de pouvoir le réaliser, d'avoir une petite auberge, un petit restaurant, ça peut être un petit restaurant d'ouvriers, peu importe. Mais bon, ça se fait pas toujours parce qu'en même temps, il y a des places. Moi, j'étais chef salarié dans un grand hôtel à Paris. C'était très confortable. Je gagnais bien ma vie. J'avais tous mes week-ends, 5 ou 6 semaines de congés par an. Je partais au week-end le vendredi soir après le service. Je rentrais à Paris le lundi matin. C'était confortable, mais en même temps, j'avais pas... Vous n'aviez pas répondu à votre objectif ? Non, je n'avais pas répondu et j'ai toujours eu envie d'avoir mon propre restaurant. Donc j'ai cherché sur Paris et autres. À défaut de moyens, je me suis rabattu sur la province. Et Nantes, parce que Nantes, en fait, le chef à qui j'ai racheté le restaurant, vous allez voir que c'est vraiment, la vie est faite, c'était le chef à qui j'ai succédé à Hong Kong en 87. Et on avait gardé contact avec ce chef et puis un jour il m'appelle, il me dit: tu cherches toujours un restaurant? Oui, voilà. Mais Paris c'est compliqué, les moyens, enfin bon, passer du statut de chef salarié à acheter un restaurant, un fonds de commerce et autres, c'est pas facile. Et il me dit: bah, écoute, moi je veux quitter Nantes, je veux repartir à l'étranger, est-ce que ça t'intéresse? J'ai dit Nantes, pourquoi pas.
Je prends le train, j'arrive à Nantes, au-dessus de la chambre de commerce, j'ai dit, bah oui, finalement, c'est très très bien. J'allais dire, c'est vachement bien. Mais oui, c'était vachement bien, parce qu'il y avait une superbe vue. Le restaurant me correspondait, l'activité et tout. Après quelques temps, j'ai eu envie d'autre chose, parce que là, j'étais locataire, j'étais pas chez moi. C'était un beau restaurant, bel outil de travail, mais j'étais toujours pas chez moi. Et le rêve, c'était d'être chez moi. Donc j'ai eu la chance de pouvoir le réaliser. En trouvant une belle maison dans Nantes, qui était inoccupée depuis une trentaine d'années, avec un site exceptionnel, avec toujours une vue sur la Loire, qui était un ancien manoir de l'Ermitage. Et on a pu l'acquérir, le transformer, faire énormément de travaux et en faire un restaurant avec quelques chambres. Et d'où le nom Maison Guéot, parce que c'est notre maison. On n'y habite pas. J'y ai dû dormir une fois ou deux. Mais en fait, c'est notre outil de travail et on a vraiment plaisir à accueillir des clients. C'est un lieu de vie et on y travaille en famille. Et la deuxième chose qui me fait vraiment plaisir, c'est que j'ai réussi à transmettre ma passion à ma fille, et qui travaille avec nous depuis quelques années. Elle a fait un autre parcours, elle a fait du droit, elle a fait puis en finale, elle s'est dit que c'est la restauration. Elle a connu ça quasiment toute sa vie. Elle a vécu à côté de moi, donc elle a vu que j'étais passionné, que je prenais beaucoup de plaisir, donc elle nous a rejoints pour ce projet. Et moi, j'espère qu'elle prendra la suite et que l'histoire continuera longtemps. Donc tout démarre d'une passion. Oui, d'une passion avec et beaucoup d'ambition. Et beaucoup d'ambition. Ambition. Oui, passion, ambition. Il faut vraiment être très ambitieux. Il ne faut pas avoir peur de ses ambitions, vraiment. Merci, chef Guéot. Merci. Cédric, même punition, s'il vous plaît. Je vais essayer d'être concis. C'est gentil, merci. Non, juste Ose ton futur, c'est vraiment un nom très bien choisi. C'est exactement ça, il faut oser, et il faut sortir, je retiens l'idée, c'est vrai, il faut vraiment sortir du cadre un peu. Le cadre scolaire, il est important, et j'en suis le premier promoteur, je l'ai expliqué tout à l'heure, mais il faut vraiment aller sur le terrain, voir quelles vocations peuvent naître, et donc il faut sortir, et là c'est vraiment l'occasion rêvée pour vous. J'aurais beaucoup aimé avoir ce type d'événement à votre âge. D'ailleurs, j'ai amené ma fille aujourd'hui. Je trouvais ça important qu'elle puisse y participer. Merci, Cédric. Et clairement, moi, je vais retenir trois choses qui, à mon sens, sont primordiales. Premièrement, ne pas se mettre de barrières. Il y en a suffisamment, en fait, qui existent déjà naturellement. Donc, si en plus on s'en met soi-même, ça devient juste impossible. Donc, ne vous en mettez pas. Allez-y. Le deuxième point, c'est capitaliser sur vos atouts. On a tous un point fort, 2 points forts, 3 points forts. Et travaillez-le parce que c'est ce point fort-là qui va vous permettre de vous différencier par rapport aux autres et justement de réussir. Donc il faut travailler vos atouts. Et le dernier point, on a parlé beaucoup des valeurs, donc je ne vais pas revenir dessus, mais c'est quand même mieux quand on se lève le matin et qu'on aime ce que l'on fait. Parce que c'est l'enthousiasme qui nous fait réussir, qui nous fait aller loin et qui nous fait passer de très bonnes journées. Donc n'oubliez pas, c'est quand même notre vie professionnelle est quand même un élément capital, un élément très important de notre vie. On y passe beaucoup de temps. Donc voilà, n'oubliez jamais, soyez enthousiastes. Merci Cédric. Donc, avec l'enthousiasme, forcément, on emmène les autres. Donc, on vous a donné plein d'éléments de réponse, mais je voudrais vous entendre aussi le dire. Quelles sont vos clés pour la réussite? C'est-à-dire vos clés pour la réussite. Il y a un micro qui va passer. Enchantée, Elodie. Alors, quelles sont tes clés pour réussir au regard de tout ce qu'on s'est dit? Mais tu en as déjà tout par toi-même, je suppose. Je pense qu'il faut se mettre éventuellement un objectif.
mais qu'il faut garder en tête qu'on peut avoir une liste de choses éventuelles sur sa liste et de ne pas rester contraint à un seul objectif, de savoir s'ouvrir au monde. Très bien, c'est parfait. Merci à toi. Bonjour. Alors, ton prénom, s'il te plaît. Alissa. Enchantée, Alissa. Quelles sont tes clés pour ta... Je pense qu'il y a la persévérance qui va permettre d'aller de l'avant. Oui. Et aussi, comme la demoiselle a dit, les objectifs, il va toujours en avoir besoin. Bien sûr. La persévérance, c'est vraiment c'est excellent. Alors, je vais demander aux membres de l'association de se joindre à nous. On va faire une photo. Je vais demander à Rebecca, qui a créé l'affiche, de venir, s'il te plaît, qu'on va applaudir. Je vais demander à Anne-Sophie Delima. Je vais demander à Benoît Poquet, Pierre Ambas, James, Daniel, Claude. Donc l'équipe rapprochée. Et on va les applaudir de façon à... Pendant qu'on se met en place, pensez bien à flasher le petit QR code pour arriver sur le petit Padlet, la petite application qui vous permet de renseigner, de mettre non pas vos coordonnées, mais simplement vos noms et votre provenance. Je vais demander à tous les intervenants de venir, s'il vous plaît, pour faire une photo de famille et au-delà de ça, pour les remercier parce que sans eux, cet événement n'aurait pas lieu. Et je vais vous demander de les applaudir. Voilà. Je remercie les établissements qui sont venus de loin, mais on en a parlé. Donc applaudissez. Vous voyez là aujourd'hui, on a toutes ces personnes-là qui sont là pour vous, qui sont là pour oser votre avenir. Et du coup, qui sont représentés sur 18 ateliers. Donc vous avez retenu vos salles. Donc on va bientôt aller sur le premier atelier. On aura une pause de goûter et après le deuxième atelier pour clôturer cette journée. Je vous remercie de tous les applaudir.